J'ai de la chance parce que j'ai un papa qui est quand même hors du commun. Et j'ai un papa qui marque qui a marqué les gens, qui continue à les marquer. Là-dessus, oui, j'ai de la chance. Je n'ai pas de chance parce que je ne l'ai pas connu, je n'ai pas eu de moment d'intimité avec lui. Comment vivent ces héritiers dont le nom et la fortune font désormais partie du patrimoine national? Et si tous ont reçu en partage la renommée et l'argent, rêve de tout un chacun, est-ce que cela ne comporte que des avantages? Alors, Yona Brandt, vous vivez, vous, dans le souvenir d'un homme qui a disparu, qui est votre oncle, Mike Brandt, qui est juste, alors lui, mort 1 an avant votre naissance. Exactement. Ça doit être très étonnant pour vous, finalement, de vivre dans ce souvenir, de revoir ces images, alors que vous ne le connaissez absolument pas. Étonnant, non. Touchant, oui. Ouais. Parce que j'ai été... C'est naturel pour moi, j'ai grandi, j'ai été nourrie par sa mémoire, par son image. Pour qu'on comprenne bien, votre père donc, était le frère de Mike Brandt. Voilà, mon père. L'unique héritier. Exactement. Aujourd'hui, c'est lui, votre père, qui s'occupe de gérer la fortune de Mike Brandt, qui continue à vendre de façon tout à fait étonnante. Et vous vous occupez de l'image. De gérer l'image. Voilà. Et il suscite toujours, vous le sentez, autant de passion, autant d'enthousiasme? Exactement, on compte à peu près 200 à 300 000 disques par an, alors que ça fait 26 ans que Mike n'est plus là. C'est cette fin brutale aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que ça, le suicide... Gloire, en pleine jeunesse, en plein talent. Les phrases qui reviennent souvent, c'est Mike avait tout pour lui, il était en pleine gloire, il était jeune, il est décédé à 28 ans. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter et en plus il a marqué sa génération. J'en parle comme si je l'avais vécu. Mais c'est normal, puisque... nous l'avons vécu. Oui, non, puis vous avez toujours vécu vous aussi dans son culte. Complètement. Mais on connaît la raison profonde Écoutez, chacun a sa théorie. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites après sa disparition parce qu'on n'admet pas de ne pas savoir, de ne pas avoir de réponse sur une fin tragique comme ça. Donc, ce que je peux dire, c'est que la théorie principale, c'est que Mike s'est suicidé par tristesse, par trop-plein. C'était un écorché vif. Alors, Yona, est-ce que c'est un atout ou un inconvénient de s'appeler Brandt et de vouloir être chanteuse? C'est vrai qu'on s'est dit, c'est la nièce qui fait ses caprices, qui veut faire comme son tonton, qui veut chanter pour faire comme lui. On n'a pas considéré ma passion et mon envie comme une véritable envie. Exactement. Oui, c'est ce qui me semblait que vous aviez dit. Voilà. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je dis que j'en fais complètement abstraction parce que je mène la vie que j'ai envie de mener et je ne me pose pas la question. Voilà. Jacques Séguéla, si elle veut, alors là, ce n'est pas une plaisanterie, mais elle veut faire carrière, elle doit changer de nom? Non. Je crois d'abord qu'il faut être toujours fier de son nom. Je crois que plus on s'inscrit dans une légende qui n'est pas artificielle, c'est ta vie, c'est ton passé. Simplement, c'est un nom lourd à porter. Il faut qu'il y ait beaucoup de talent. Au contraire, ça t'oblige à avoir encore plus de talent, encore plus de passion et encore plus d'énergie. Pourquoi je n'aurais pas ma chance à moi, différente, bien entendu, avec une autre époque, avec une autre façon de chanter, mais où c'est marqué que je n'ai pas le droit de faire. C'est le contraire aux États-Unis. Aux États-Unis, on est toujours fier de porter le nom. Et on s'appelle Junior. Hein. Est-ce que vous interprétez, il y en a des tubes de votre oncle? Ou au contraire, vous dites ça, justement, je n'y touche pas parce que ça brûle? Je reprends toutes ces chansons en techno. Non, non, c'est pas vrai. Non, pas du tout. Je trouverais très indécent de reprendre ces chansons, mis à part peut-être lors d'une occasion d'hommage, lors d'un hommage, où là, je pourrais reprendre un de ces titres. Mais pour ma carrière à moi, pour ce que j'ai envie de faire, non, je me vois pas du tout reprendre ces chansons. Franchement... Alors j'imagine que tout le monde vous le dit, vous ressemblez, Julien, énormément à votre père. Alors vous en êtes fier ou vous en avez assez qu'on vous le dise? J'en suis très fier. Quand on me le dit, j'en suis très fier, mais moi, je ne le dis pas. Vous avez 25 ans aujourd'hui, on l'a entendu. Vous aviez quelques mois quand votre père est décédé, 13 ans. Quand votre mère aussi s'en est allée. Vous n'avez jamais, finalement, parlé de cette vie, de vous, d'une vie confortable, on le voit matériellement, mais alors avec des carences affectives graves. Alors pourquoi éprouver le besoin de parler maintenant, Julien? Parce qu'à 25 ans, j'essaie de découvrir mes parents, alors que normalement, on essaye de s'éloigner un peu de ses parents. On commence à faire sa vie d'homme,
Oui, vous essayez de les retrouver, en particulier votre père. C'est d'ailleurs ce que vous dites dans ce livre, Puisque tu veux tout savoir, confidence à Julien Dassin, aux éditions Albin Michel, un livre écrit par Claude Lemel qui va nous rejoindre d'ici peu. Vous dites « Je ne comprends pas bien les journalistes qui me disent « Ça va pour vous ? J'ai 25 ans, l'âge où d'ordinaire on essaie de construire sa vie en oubliant ses parents. Moi, je tente de la bâtir en les découvrant. » Oui, complètement. C'est vraiment, je découvre mon papa. Ma maman, bien sûr, non, parce que j'ai de très bons souvenirs avec elle. Mais mon papa, je le découvre. Je connais bien l'artiste, comme beaucoup de gens, mais malheureusement, je ne le connaissais que comme beaucoup de gens. Bien sûr. Et il vous a toujours manqué, ce père ? Vous savez, quand vous êtes à l'école, toujours l'école, parce que c'est le moment le plus dur. Et vos copains viennent vous voir en vous disant « Bon, ce soir, moi, je vais faire du foot faire une partie de foot avec mon père. » Bon, moi, non. Parce que nous, on avait donc notre maman qui était très présente, mais qui devait jouer le rôle de la maman et du papa. Et qu'est-ce qu'elle vous disait, justement, de votre père ? On n'en parlait pas très souvent, parce que ça la rendait très nostalgique et assez triste. Donc on a toujours essayé d'éviter quand même de l'emmener dans des discussions qui la chagrinaient. Nous, bien sûr, notre papa nous a manqué, mais sans le connaître. Justement, on essaye de découvrir quelqu'un, alors qu'elle l'a connu. Dans le fond, vous l'avez toujours idéalisé, ce père ? Oui, complètement. Parce que vous ne savez pas vraiment qui il est. Pour moi, c'était un grand monsieur chic et habillé en costume blanc. Ben oui, et comme là, pour tout le monde d'ailleurs. Dans toutes ces recherches, j'ai réussi à découvrir quelqu'un d'autre. Alors avec ce sentiment qu'il était partout et nulle part ? Complètement, oui. L'image de mon père était partout. Partout, les disques d'or, les photos. On est quelque part, on est chez nous, mais on est chez notre papa. Et on est chez un papa qu'on ne connaît pas. On est, si on peut dire, un petit peu chez un inconnu. Vous dites aussi, et ça c'est très joli quand vous en parlez, c'est que vous aviez peur donc d'aller dans le studio de votre père, où il y avait un peu son fantôme, un peu tout ce qui le rappelait. Il y avait une odeur, ça c'est très particulier. Une odeur, voilà, je voulais y arriver. Et vous dites, c'est simplement il y a 2 ans, finalement, vous êtes allé dans le grenier, vous avez commencé à ouvrir des cartons. Et dans ces cartons, en fait, quand j'ai ouvert ces cartons avaient la même odeur que cette partie de la maison. Qui vous faisait peur quand vous étiez enfant. Et qui me faisait peur quand j'étais enfant. Et curieusement, toutes les affaires qui aient pu appartenir à mon père, qui soient vraiment privées, son bureau, ses cartons, toutes ces affaires ont une odeur. Et cette odeur, je ne sais pas si c'est la sienne. Non, en tout cas, vous la reconnaissez. Si vous fermez les yeux, il y a quelque chose qui... vous savez que c'est lui. Je sais que c'est quelque chose qui lui appartenait, ça c'est sûr. Mais c'est très très curieux, que ce soit une pièce ou même une feuille de papier. C'est incroyable. C'est un truc, ça me met les frissons à chaque fois, ça. Quand vous voyez cette photo-là, c'est vous ? Non, c'est mon frère Jonathan. Oui. Et ces photos, par exemple, me touchent beaucoup. Enfin, celle-là me touche beaucoup, parce que c'est l'une des rares photos que je découvre sur lesquelles mon père n'est pas habillé en costume blanc, mais normalement, et profite de son week-end avec mon frère. Et pour vous, ça, c'est l'image du bonheur familial ? Voilà, ça me manque. Ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. De voir mes deux parents autour de mon frère ou de moi-même. Mais comment vous avez concrètement, voilà, votre maman disparaît à son tour. Vous êtes dans cette grande maison. Qui vous élève ? Comment vous grandissez ? Famille, la famille est très présente. Jules est très présent aussi. Jules Dassin, donc l'illustre réalisateur. Et on vit donc dans cette grande maison tous les deux. Mais souvent seul, avec des gouvernantes ? Il y avait des gouvernantes à la maison qui s'occupaient de tout ce qui était... on n'avait pas de permis de conduire, rien, donc pour aller faire des courses. Au quotidien, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on se retrouve sans parents ? Je parle dans la vie quotidienne, qu'est-ce qui manque ? Les conseils, une attention, de la tendresse, un bisou avant d'aller se coucher, quelque chose de vraiment ce qui semble tout naturel pour d'autres enfants, pour nous est limite un peu inconnu. Mais comment on vit comme ça, le fait de ne pas avoir connu de père et de se retrouver orphelin si jeune, Julien ? On devient plus dur, on s'endurcit. On est obligé de grandir avant l'âge. On a des responsabilités beaucoup plus tôt. On se retrouve adulte avant l'âge.
Vous vous êtes senti finalement fragilisé parce que vous dites finalement je suis devenu homme mature plus vite et en même temps on a l'impression aussi que vous êtes resté aussi enfant. Mais je suis un grand gamin. Je suis un grand bébé et beaucoup de protection, on se protège comme un enfant. Tout est beaucoup de méfiance. De la part pour tout le monde. Pour un peu tout. Parce que justement, là où on aurait pu avoir des conseils de parents, tiens, ça, il faut faire attention, on ne les a pas eus. Vous dites que vous avez de la chance de vous appeler Dassin, ou vous dites que finalement, c'est une histoire difficile à porter, que peu de gens imaginent. J'ai de la chance parce que j'ai un papa qui est quand même hors du commun. Et j'ai un papa qui marque qui a marqué les gens, qui continue à les marquer. Là-dessus, oui, j'ai de la chance. Je n'ai pas de chance parce que je ne l'ai pas connu, je n'ai pas eu de moment d'intimité avec lui. Et parfois, un nom difficile à porter, Julien? Ça l'a été. Ça l'a été à quel moment? C'était difficile de s'appeler Dassin? L'enfance, c'était très compliqué. C'est la cruauté des enfants qui vous racontent, parce que les parents racontent aux enfants, et les enfants qui vont faire « Ah oui, ton père, alors comme ça, il est mort à cause de la drogue. » Bien sûr, vous dites « Mais alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Mais là, c'est quand je suis petit. Qu'est-ce qui se passe? On ment. Pourquoi on essaye de... Et c'est complètement... Et on s'aperçoit au travers de Claude, et de ses amis, et de la famille, qu'il est mort d'une crise cardiaque et pas de tout ce qu'on a pu entendre. Alors Claude va bientôt nous rejoindre, mais dans la préface du livre, vous écrivez qu'au fur et à mesure que vous grandissiez, vous avez éprouvé le besoin de connaître finalement la vérité sur votre père, savoir qui il était, connaître la vérité sur sa mort, puisque le temps des rumeurs et des allusions était arrivé. Voilà, c'est la rumeur qui tourne et qui rôde tout le temps, l'alcool, la drogue, toutes enfin, ce qui était vrai quand même concernant votre père. Oui, mais il n'en est ni décédé et c'est une période de sa vie. Une période qui est courte. Mieux valait savoir que plutôt être dans le fantasme, c'est ça? Voilà. Alors on va demander à Claude Lemel de nous rejoindre. Claude Lemel, vous êtes parolier, on le disait, musicien. Et aussi un petit peu. Président de la SACEM, donc la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Vous avez travaillé pendant une quinzaine d'années, c'est cela? Avec Joe Dassin. 13 ans, exactement. Voilà, ami, parolier. Donc c'est vous qui avez écrit ce livre, donc adressé à Julien en accord avec lui. Bien sûr, oui. Absolument. C'est lui qui me l'a demandé. J'ai pensé aussi qu'il était temps que le public, qui ne connaît que l'artiste en définitive, connaissent l'homme aussi, parce que l'homme était absolument passionnant. Et j'ai constaté que jusqu'à présent, c'était un homme qui n'était que célèbre, mais qui n'était pas connu. Alors pourquoi justement avoir dévoilé l'envers du décor, du monde du showbiz et de l'artiste? Il n'était pas très showbiz, à vrai dire. Je crois que c'était quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui, qui avait ce gros problème, d'être un être, en définitive, qui donne une apparence totalement décontractée et qui, en définitive, était très complexé, qui avait beaucoup de problèmes de ce côté-là, qui souvent me disait, me répétait, Claude, quand on n'a pas de talent, il faut travailler beaucoup. Et il a vécu toujours avec ce trouble, avec cette angoisse. Et effectivement, je crois que c'est ça qui l'a amené aux excès dont on a parlé, beaucoup plus que quelqu'un. C'est pas quelqu'un, c'est quelque chose. Oui. Non mais alors vous dévoilez quand même un visage d'un homme qui s'auto-détruit par l'alcool et la drogue. Vous dites, je veux savoir tout, et vous jouez le jeu, vous dites, voilà ce que c'était. Moi, je raconte uniquement ce que j'ai vécu. Voilà ce que j'ai vécu. Quand ça va vraiment mal, vous dites à Julien, ton père a quelquefois des allures de zombie, et ça fait tellement de peine à voir, c'est vrai qu'elle gâchis. À un certain moment, ça a été ça, oui. Mais je crois que lui-même en a pris conscience et a vraiment décidé de reprendre le dessus. Je crois qu'il était vraiment rongé par cette espèce de démon intérieur qui lui répétait sans cesse
Eh ben, mon petit pote, Joseph Ira-Dassin, tu veux être un grand chanteur populaire, mais t'es pas à la hauteur, t'as pas les capacités, t'as pas les moyens. Et peur de ne pas être à la hauteur aussi de ses parents, donc l'illustre réalisateur Jules Dassin et sa mère qui était aussi une très célèbre concertiste. Non, ça je ne crois pas. Je crois que Joe avait beaucoup d'admiration, bien sûr, pour son père et pour sa mère, mais il avait conscience de faire autre chose. Des choses que vous avez apprises, Julien, sur votre père, qui vous ont fait mal, qui vous ont blessé par moment. Pour moi, mon père est un héros. Et de savoir qu'il pouvait avoir... Et vous avez bien raison, parce qu'il l'est. Et de savoir qu'il puisse avoir effectivement ses doutes, c'est touchant. C'est touchant, ça le rend, pour moi, plus humain, moins figé. Sa descente aux enfers racontée par Claude, qui l'a vécu au quotidien, ça vous a fait mal? Bien sûr. Ça vous a choqué? Oui. Mais Claude précise que justement c'est une durée, une période de sa vie et qu'il s'en sort. Mais ça change quoi, Julien, de savoir qu'il était en train de s'en sortir quand il a été fauché par la mort? Admettons, Claude vous dit, non, il était encore dans l'enfer de la drogue et de l'alcool. Ça change quoi dans le fond? Ça change quoi? Dans le fond, voilà. ça me soulage. Je suis soulagé de me dire, ça y est, c'est fini. Imaginez-vous, on vous raconte, voilà, votre père a fait des excès, une période de sa vie, et il s'arrête, et votre père a fait ses excès toute sa vie, et il en est décédé. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que moi, mon dilemme, c'était le suivant. Bon, à partir du moment où on raconte l'histoire de quelqu'un, on la raconte vraiment. On la raconte vraiment, ou alors on est un imposteur. Ouais, je pense que l'homme Joe Dassin valait vraiment la peine d'être rencontré. Et moi, je suis très fier de l'avoir connu. J'ai souffert pendant, c'est vrai, ces 2-3 ans parce que j'étais malade pour lui. Mais il a raison, Julien. Bon, il était vraiment en train de s'en sortir. Et c'est vachement important, ça. Il avait, je crois, vaincu ses démons. Je pense que, d'ailleurs, le fait... Julien le dit très bien à la fin, d'avoir des enfants et de les élever l'aurait totalement aidé à prendre cette confiance en lui qu'il n'avait jamais eue. Et il nous aurait beaucoup étonnés. En fait, vous avez eu envie de donner de la chair, c'est ça? Et tout à fait. Voilà. De la chair à ce cher Joe. Oui, à une image abstraite. Oui, abstraite, encore une fois, un petit peu trop lisse, Non, c'était un garçon pas lisse du tout, c'était la vérité du pas lisse. Alors, dites-moi, tout ce que vous racontez dans ce livre adressé à Julien, vous auriez pu, dans le fond, lui dire en tête-à-tête, puisqu'il voulait savoir qui était son père. Vous auriez pu en parler tous les deux sans faire un livre. Oui, mais j'ai toujours pensé que le public devait savoir qui était vraiment Joe, mais j'attendais que les enfants soient en âge d'écouter cette vérité-là. Je pense que ça n'aurait pas été bien de le faire avant. Il y a eu une demande. À partir du moment où il y a eu cette demande, j'ai considéré que c'était une espèce de feu vert et que je pouvais enfin livrer au public l'image du Joe que j'ai connu. Et vous n'avez pas l'impression, vous, Claude, d'écorner le mythe? Est-ce que le fait de l'humaniser va casser le mythe? Moi, je ne crois pas du tout. Je crois que si les gens... c'est une vraie question, hein. Bien sûr que c'est une vraie question, mais je pense que si les gens sentent dans mon livre ce que j'ai voulu y mettre... ils n'en aimeront que plus. Alors, s'ils ne sentent pas ce que j'ai voulu y mettre, là, c'est moi qui suis en cause. C'est que j'ai raté mon bouquin, mais c'est pas Joe. Julien, vous dites être Julien Dassin, ce n'est pas facile. Devenir un Dassin, gros défi. En suis-je seulement capable avec un grand-père et un père pareil? Alors, vous voyez que vous vous posez bien la question, dans le fond. Est-ce qu'un jour, là-haut, celui qui m'a donné la vie sera fier de ce que j'en ai fait? J'espère. Alors, vous sentez vraiment la filiation, fils d'eux et petit-fils d'eux? J'ai pas franchement le choix. Non, mais c'est lourd. On sent que c'est lourd à porter. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, justement, vous? Chanter, pareil, je chante. C'est ce que vous voulez faire? Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Comme métier? Et j'espère que
que mon père, de là où il est, approuverait mon choix et soit fier de moi. Claude? Oh, je pense qu'il aurait peur, sûrement, mais qu'en même temps, il serait assez fier que son fils choisisse cette voie de la chanson populaire qu'il a tellement aimée. Qu'est-ce que vous pensez que son père lui dirait? Boss, 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 boss. En tout cas, c'est ce que vous lui dites. Si je peux me faire l'interprète de son père pour une fois. Fais-toi un prénom. Hein, fais-toi un prénom, c'est ça? Absolument. Ouais. Mais il va se le faire, il va se le faire. Je voudrais vous demander quelle est la rumeur qui a couru sur vous, sur l'un de vos proches, qui vous est le plus touché, amusé ou bouleversé? Claude François Junior, vous avez été gâté, vous, par rapport à votre père, Claude François. Il y en a eu beaucoup tout au long de sa vie, et puis alors, depuis sa disparition? Il y en a eu tellement que je dirais que celle qui reste et qui persiste et m'énerve encore le plus, c'est celle liée aux conditions de son décès. Mais en même temps, je les comprends parce que je pense qu'aujourd'hui encore, 30 ans après, on refuse cette mort qui a été très soudaine et accidentelle. Et pourquoi, d'après vous, c'est ce qui fait le plus fantasmer? Parce qu'il a passé sa vie à se créer un personnage de star et il est mort d'une manière totalement ordinaire, avec un accident domestique. C'est l'accident et donc la banalité de oui, c'est ça. la mort. La mort est tout à fait banale et de fait, elle est presque improbable. Fabien Lecoeuvre, alors, biographe officiel, c'est cela, de Claude François? Oui, il paraît, depuis quelques années, oui. Dois-je le confirmer? Je me suis toujours demandé d'ailleurs ce qu'était un biographe officiel, ce que ça voulait dire, surtout à titre posthume. Oui, il faut déjà raconter l'histoire, ce qui n'est pas facile, parce que souvent elle est déformée par multiples personnes, de l'entourage de l'artiste ou non d'ailleurs. Et c'est vraiment celui sur lequel le plus de racontars s'est dit? On a tout entendu, hein. Il n'était pas mort, il n'est pas mort comme il est mort, tout le monde connaît l'infirmière, le docteur, le croque-mort, enfin, et c'est du tout et n'importe quoi. C'est le principe des rumeurs d'ailleurs. Claude François. Pendant 2 secondes, je me suis demandé si vous m'interpelliez ou si vous parliez de mon père. Et oui, vous avez 39 ans et vous continuez à être surpris par ce nom et ce prénom surtout. Quelle drôle d'idée, j'ai envie de dire. Voilà, un cas concret. Et alors, Claude François Junior, c'est votre vrai nom ou c'est... Pas civil, non, mon nom civil, c'est Claude François. Et Junior a été donné par qui alors? Par la presse, quand dans les années 90, j'ai fait la télévision. Et comme forcément, c'était une émission sur les années 60, il y était beaucoup de questions de mon père et de moi dans les papiers. Ils ont mis Junior, comme ça, j'étais plus embêté, pour éviter toute confusion. Et ce n'est pas trop, j'allais dire, schizo à vivre comme situation quand même, de porter le même nom, parce que j'imagine que c'est pas facile quand même. J'avais pas le problème tant sur Claude François Junior. En revanche, quand il commençait à dévier et m'appeler Clo-Clo Junior, c'était compliqué pour moi, parce que Clo-Clo, c'était vraiment l'artiste, Ça, j'imagine. personnage de scène. Alors, vous étiez tout petit quand votre père a disparu, à peine 10 ans. Et dans le fond, vous ne connaissez pas grand-chose de lui. Vous avez appris à le connaître à travers la presse, à travers ce que vous en dit aussi peut-être Fabien Lecoeuvre. Oui, enfin, et puis avant, Dieu merci, par ma mère et par ma famille. Alors, pour revenir juste aux rumeurs, quelle est celle qui vous a le plus amusé? Ouais, celle qui m'a le plus amusé, c'est celle sur son homosexualité, parce que quand on connaît le personnage et le dragueur que c'était et à quel point il aimait les femmes, pour le coup, et ça m'a amusé et ça ne cesse de m'amuser. Et il vous apparaît comme quelqu'un de sympathique ou pas? Il y a plein de choses que je partage. Alors, dans ce qui est dit là, par exemple? Tout est à peu près vrai, mais c'est vrai qu'il était très dur et souvent odieux avec ses équipes, mais comme il disait, on ne commande pas avec le sourire, ce qui n'excuse pas les dérapages ou le manque de respect. C'était un garçon très bien élevé, vraiment adorable, sauf les 10 minutes où il sortait de scène, en particulier. Quand il sortait de scène, il ne fallait pas s'approcher de lui, quoi. Mais c'était plus lui, de toute façon, il était plus humain. Il était électrifié par les vibrations du public. Il touchait plus le sol. En sortie de scène, je l'ai vu 2-3 fois et j'ai croisé son regard et je le reconnaissais plus. Ah oui. C'était impressionnant. Mais il savait manifester son amour? Ah oui, sans aucun problème. C'était des accolades, elle me serrait plus que de raison en me disant « dis-moi combien tu m'aimes », qui est un mot que je ne comprenais pas enfant. Combien tu m'aimes? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors je disais des milliards de fois, pour donner un grand chiffre, pour qu'ils comprennent que je l'aimais beaucoup. Mais ses sentiments à notre égard, pour moi, sont clairs tant pour moi que mon frère, même si je
ne me prononcerai pas pour lui, mais je sais qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Je voudrais profiter que vous soyez là, Antoine, pour vous demander, ça signait vraiment la fin d'une carrière, de dire qu'on avait femme et enfant, puisqu'on entend là pendant un temps, donc il a caché, surtout votre frère. Oui, c'était pour son image de... On disait beaucoup ça à l'époque. Moi, quand j'ai commencé à chanter, j'avais un directeur artistique, un jeune débutant, qui m'a dit, écoute Antoine, tu caches tout ce qui t'arrive. Si tu es fiancé, tu es quelqu'un à qui tu vis, il ne faut pas en parler. C'est interdit. Mais pourquoi? Parce qu'il faut que les petites jeunes filles qui achètent les disques rêvent de t'épouser un jour. Et je trouvais ça totalement idiot. Mais vous l'avez fait? À un moment, au début, j'étais obligé parce que c'était la politique de la maison de disques, quoi. Oui, pardon, Serge Raffi. Oui, non, moi, ce qui me fascine dans l'histoire de Claude François, c'est que c'était un sexe symbole. Antoine, il ne faut pas m'en vouloir, vous n'étiez pas un sex symbole, vous étiez un immense artiste. Comment je n'étais pas un sex symbole? J'étais un gros fan. Vous allez le décevoir. Vous n'aviez pas cette image et vous n'avez pas joué cette carte-là. Vous aviez une autre carte, c'est clair. Alors que lui était là-dedans, donc lui c'était logique. Il fallait absolument qu'il reste là-dedans, c'est-à-dire que c'était une star érotisée, si je puis dire. Alors Fabien Lecoeuvre, je le disais, biographe donc officiel, posthume de Claude François, vous lancez un véritable pavé dans la mare. Ouais. En publiant donc aux éditions Albin Michel un livre Claude François, je sous-signais. Oui. Alors là, vous faites fort, Oui. puisque vous lui faites parler à la première personne, comme s'il était toujours vivant. Comment, Fabien Lecoeuvre, on fait parler donc un mort? Alors, je sais qu'on m'accuse souvent de faire parler les morts. Alors, déjà, parce que là, quand même, il parle à la première personne. Donc, bien évidemment. Comment vous réussissez à déjà, exploit pareil? c'est les propos de l'artiste, tant sur la radio, la presse que la télévision, et également, moi, mes propos qui permettent de resituer le contexte, le lieu, pourquoi il a dit ça, dans quelles circonstances. Vous dites que vous avez consulté 70 kilos d'archives de presse, écouté 300 heures d'entretien et visionné 160 heures d'images télé. Non, mais c'est un exercice extraordinaire, biographique. Vraiment, c'est un exercice formidable. Vous n'allez pas vous auto-encenser quand même? Non, je vais vous dire, c'est sur un plan... Non, je vais vous dire... C'est ça la rumeur. Comment serait une rumeur autour d'un livre? Non. On a inventé un genre extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'on a inventé l'autobiographie autorisée. C'est quand même quelque chose de rarissime, c'est unique, on a rarement vu ça. Une autobiographie autorisée avec un mort, c'est quelque chose de incroyablement singulier et étrange. Alors, est-ce que c'est pour couper court justement aux rumeurs? Est-ce qu'en le faisant, vous ne lancez pas d'autres rumeurs? Non, parce qu'on s'aperçoit que finalement, il avait tout compris, Claude François, bien avant l'heure. On entend, il gérait bien son image. Absolument. Lui-même, sa propre carrière. C'était un grand séducteur, un garçon excessif. Ah oui, très excessif. Oui, parce que moi j'ai noté dans le livre. Alors c'est Claude François qui parle et qui dit « Moi je suis obsédé par les jeunes filles de 15-18 ans. Après je commence à me méfier. Après, quand elles ont 19 ans, elles ont des rides et les rictus de la réalité. Et ça, c'est triste. Ça, on se prend un coup sur la tête quand on lit ça, je veux dire. En même temps, c'est sa phrase. Je pense qu'il était au 8e degré quand il a expliqué cette situation, bien évidemment. Il aimait bien les jeunes filles. Il aimait bien les femmes, absolument. Encore une fois de plus, c'est une image. Pas les mineurs. Les jeunes filles, mais pas les mineurs. Il faut dire qu'à l'époque, la majorité était à 21 ans. Bien sûr. Donc, alors à l'époque, oui, les mineurs. Mais c'était une manière... C'était des mineurs, donc à l'époque. Pour remettre la phrase dans son contexte, c'est une réflexion de Claude François qui est prise à un 8e ou 9e degré, bien sûr. Moi, ce que je voudrais savoir, Claude, c'est que, donc, vous, en tant que fils, vous ne vous êtes pas dit ça, peut-être qu'il n'aurait pas aimé que ça se sache. Il aurait peut-être détesté ce livre. Je ne pense pas. Oui, mais c'est ce qu'on se dit. Non, surtout que ça... C'est ses propos. Alors, je ne crois pas qu'il aurait détesté ce livre. Les gens de son entourage, que ce soit la maman de Claude Aymar, que ce soit sa sœur, que ce soit Jean-Pierre Bourter. Tout le monde a dit oui. Bien sûr. Est-ce que vous aimeriez, Gérard Lenormand, Antoine, que vos enfants publient un livre posthume? Excusez-moi de parler de ça, c'est pas très gai, mais... Ça met bien la patate. Ça met la patate, super. Tout de suite, non mais... Bah oui, mais... Comment vous réagiriez? Ça m'étonnerait que mes enfants s'intéressent à ça. Ils savent ce que j'ai fait, ça les amuse, mais je ne pense pas qu'ils écriront de livres sur moi. Oui, Philippe Bilger. Non, je me demandais, je suis persuadé que votre père, par exemple, s'il avait décidé de son vivant d'écrire une autobiographie, aurait écrit un livre en parfaite contradiction, sans doute, avec les extraits
que vous avez compilé Ça, c'est vrai. et que vous constituez comme une autobiographie. Avec des révélations. Donc peut-être que des admirateurs de Claude François seront eux-mêmes déçus par le livre. Il avait quand même eu cette réflexion 5 ans à sa disparition, de pouvoir inscrire un jour sur papier ses textes, ses mémoires, ses confessions. Alors certes, j'ai pas le sentiment d'avoir violé un propos ni une histoire. Et d'ailleurs, je l'ai fait avec l'accord de Claude et Marc-François, puisqu'il y a le droit moral dans l'histoire. Quand vous lisez, vous, dans la préface, Claude, que c'était un véritable Dieu vivant, seigneur despotique, tyran idolâtre, c'est vous qui écrivez Oui, cela, absolument. hein, là c'est votre plume, Oui, oui, tout à Fabien. fait. Tour à tour indulgent, coléreux, magnifique et malheureux. Ça correspond à votre père? Je le crains. Oui. Donc toutes les rumeurs n'étaient pas Non, mais- fausses, elles étaient... Mais je pense que pour écrire des chansons, comme il l'a fait tout composer, écrire, pour avoir une démarche artistique, je pense qu'il faut une souffrance. Mais ce qui est incroyable, c'est que toutes les rumeurs ont circulé sur lui, circulent encore, mais il en a lancé énormément. Je me souviens toujours, à la demande d'un de ses amis attaché de presse, il a demandé à Claude François de créer cette rumeur d'une liaison d'amour entre Dave et Gene Monson, totalement imaginaire bien sûr, et qui ont fait toutes les pages de podium régulièrement de leur belle et tendre histoire d'amour. C'était aussi pour lancer l'histoire. Bien sûr. Est-ce que ça existe toujours, Serge Raffi, de pouvoir avoir la main mise comme ça sur les médias? choses ne seraient plus possible aujourd'hui de la même manière parce que, ça s'est accéléré terriblement. 2, il n'y a plus 10 stars, mais des centaines et des centaines. Et donc, en plus, il y a énormément de nouveaux journaux. Et de plus en nouvelles plus. stars, les politiques. Bon, de nouvelles stars qui leur prennent la place, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Mais ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que Claude François, aujourd'hui, serait quelqu'un de traqué, serait quelqu'un qui ne pourrait pas organiser lui-même l'exposition ou la surexposition de son image. Il serait débordé par la vitesse des images. Il ne pourrait plus être ce personnage culte qu'il était. Ça le rendrait fou. Ça serait impossible crois. pour lui, pour quelqu'un qui veut tout gérer comme ça. Sauf qu'entre-temps, il aurait eu une radio, certainement une chaîne de télévision, et qu'il aurait repris le pouvoir. Et un groupe de presse. Je ne sais pas si ça apparaît dans le livre, mais Claude, c'était aussi un enfant des 60s et des 70s. Hein. Il sortait d'une époque qui était très asexuée. L'époque de Salut les copains, vous avez connu tout ça, c'était très asexué. On n'aurait jamais dit, on n'aurait jamais entendu Adamo parler de problèmes sexuels ou quoi que ce soit, ou France Gall dire qu'elle avait ses règles ou quoi que ce soit. C'était Les mains sur les hanches, quand même, il est allé loin. Oui, c'était très osé, les mains sur les hanches. Et Claude, il avait le privilège d'être un être très vivant. Je peux dire où j'ai rencontré Claude pour la première Alors fois. c'est là, je voulais en arriver. Est-ce que c'est grâce à son secrétaire, oui? Non, la première fois que j'ai rencontré Claude, c'était dans un bordel. C'est génial. Ah bah voilà une révélation. C'était pas à Limoges, non, c'était en Italie. C'était en Italie, on était en tournée, on avait la même maison de disques à un moment, et il y avait le directeur de la maison de disques qui offrait aux visiteurs étrangers qui avaient un grand succès sur place, leur offrait non pas un bon dîner, non pas une soirée dans une boîte, mais une après-midi dans un bordel. Je suis venu trop tard. Dans un petit bordel italien sympathique, c'était très cool, il y avait la mama, il y avait 3-4 pensionnaires et tout. Les spaghettis aussi. Et moi, tu pouvais pas dire non, il t'invite. Ce serait pas poli, c'est comme si tu refusais de manger un plat qu'on te fait goûter. Alors, elle me dit, bon, écoutez, ça vous déplaît. Bon, je dis, oui, on va y aller, je me dévoue. Et puis elle me dit, la maman me dit, ça vous dérange pas, il y a déjà quelqu'un, un collègue à vous, qui est dans la chambre. Ah, parce qu'il n'y avait qu'une chambre en plus. Oui, c'est très convivial. Il y a une fille, et puis il y a 600 vedettes de la chanson. C'était très familial. Non, mais je à côté de Claude François, et on a toujours blagué. Des années après, chaque fois que je le voyais, il me blaguait toujours sur cette rencontre. Ça amusait. Et j'ai rencontré Claude François dans toutes sortes d'aventures, en tournée. C'était un fêtard. Quand il avait passé sa crise de colère-là, ensuite, on s'amusait comme des fous. Il était un vrai seigneur. Bon, j'essaie de raconter un petit peu sans révéler des secrets, mais dans mon propre récit, j'ai pas attendu de plus être là que tu le fasses à ma place, tu vois. J'ai fait. Donc dans votre livre, Souvenir, voilà, j'essaie de raconter toute cette. Pardon, vous auriez dû l'interviewer. Oui, bien sûr. Il y a d'autres. On se connaît bien. Bien sûr, mais je connaissais son histoire. Et voilà, Claude François avait tenu un journal de cette tournée italienne, justement. Et il parle qu'il rencontre Antoine. Pas dans le lieu, je précise. Il dit pas le détail. Vous, c'est top secret, voilà la vraie version. Non, mais c'était quelqu'un qui savait vivre. Et moi, je pense que j'espère. J'adore votre façon de voir la vie. C'était quelqu'un qui savait vivre. Après tout ce que vous avez dit, on ne sait pas comment on doit le prendre. Simplement parce que la plupart des gens qui écrivent des biographies. Mais on a bien compris se font passer pour des boy scouts des fois. C'est-à-dire qu'on dirait qu'ils n'ont jamais rigolé un coup ni tiré un coup de leur vie. Ce qui est dommage. Voilà le parler vrai. Voilà le parler vrai. C'est lui le bon biographe. C'est très intéressant parce oui. que je dirais qu'il est très complémentaire. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.